Donc je n'ai jamais fait l'apologie de la décroissance. Pourquoi? Parce que les décroissantistes, à mon avis, ont un problème majeur qu'il faut qu'ils s'expliquent sur l'emploi, qui reste quand même le mode de socialisation majeur dans nos sociétés. Et donc je ne vois pas comment on peut avoir un projet de société qui crée du chômage. Or, si on dit juste l'objectif c'est de faire décroître le PIB, tous azimuts, on est juste en train de créer des bataillons de chômeurs en plus. Donc ma position, elle est quand même un tout petit peu plus subtile que ça. Elle est de dire il y a un certain nombre d'indicateurs qui doivent croître et un certain nombre d'autres qui doivent décroître. Mais c'est pas du tout le même discernement que de dire le PIB doit baisser quoi qu'il arrive. C'est autre chose. Et de certaine manière, ça nous sort du PIB. Parce que même les décroissantistes sont encore prisonniers d'un indicateur, le PIB, qui de toute façon est un très mauvais indicateur. Donc qu'on veuille le faire croître comme les partisans de la croissance verte, ou qu'on veuille le faire décroître comme les décroissantistes, on est encore prisonnier du PIB. Et le PIB, de toute façon, nous renseigne très mal, et sur l'emploi, et sur la prospérité des personnes, et c'est pas un projet de société. Donc, à mon sens, ce qui importe, c'est d'avoir un vrai discernement collectif, qui est un discernement politique, sur ce qu'on veut faire croître et ce qu'on veut faire décroître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire décroître? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire décroître? Tout ce qui pollue, l'empreinte matérielle. Notre empreinte matérielle, c'est très important. Il y a des travaux magnifiques qui ont été faits par Jean-Baptiste Fressoz et ses amis, historiens, qui montre que depuis un siècle, la France est importatrice nette dans son empreinte matérielle, en matière première. Ça veut dire que nous dépendons complètement du reste du monde pour un certain nombre de denrées matérielles dont nous avons besoin pour vivre. Et ceci depuis un siècle. Donc, alors le titre du papier de Jean-Baptiste, c'est La France, histoire d'un parasite, point d'interrogation. Mais je pense que c'est très important pour des questions. Alors le pétrole, ça c'est évident. Hein, le pétrole, c'est 70 milliards dans la balance commerciale. C'est à peu près l'équivalent du déficit de la balance commerciale. Mais il y a également un certain nombre de minerais. On n'est pas très riche en minerais en France, en Europe. Bon. Et donc je pense que c'est même une question de souveraineté nationale, de comprendre que le modèle industriel et d'économie de services dans lequel nous sommes embarqués aujourd'hui n'est pas viable à moyen terme parce qu'il nous rend dépendants d'un certain nombre de denrées matérielles qui ne sont pas disponibles en quantité illimitée et sur lesquelles on va se faire la guerre dans les années qui viennent. Et donc nous, je vois pas très bien comment on ira chercher ça. Voilà. Alors, après, vous m'interrogiez sur le désir humain. Et vous me disiez, mais le désir humain est illimité, ce qui est vrai. Voilà. La question, c'est le désir humain, est-ce qu'il passe nécessairement par l'accroissement de l'empreinte matérielle de nos vies? C'est pas clair, je crois pas. Moi, ma position, c'est de dire, au fond, il faut qu'on arrive à revenir, ou en tout cas à penser, élaborer, imaginer, aimer, une anthropologie relationnelle. C'est-à-dire, ce qui nous rend heureux, c'est la relation. Les gens ne regardent pas la télévision parce que le contenu de ce qui est montré est intéressant, parce que c'est stupide. Les gens regardent la télé pour pouvoir parler le lendemain d'une émission qu'ils ont vue comme les autres. Les gens ne veulent pas avoir de BM parce que c'est bien de conduire une BM, ça a très peu d'intérêt. Mais c'est parce que ça fait bien socialement par rapport à mon groupe de référence d'avoir une BM. Au fond, tous les biens et services que nous utilisons, en réalité, sont orientés vers un unique objet qui est la relation entre vous et moi, etc. C'est ça qui, à mon avis, est le lieu d'expression, de formation, de transformation du désir humain. En dehors de ça, même si vous voulez, la propriété privée, qui a priori décrit une relation homme-chose, vous savez qu'il y a un certain nombre d'anthropologues, David Graeber notamment, mais il n'est pas le seul, qui disent que l'invention de la propriété privée dans le droit romain, c'est juste une transposition dans la relation homme-chose de la relation maître-esclave, qui est encore une relation humaine. Alors, épouvantable, perverse, tout ce que vous voulez, mais qui est encore une relation humaine. C'est une manière, et quand on comprend ça, c'est une manière de voir qu'au fond, probablement la totalité de nos institutions sont construites autour de la relation humaine. Donc ce qu'il faut faire croître, c'est la qualité de nos relations, la qualité des tissus sociaux dans lesquels on est engagé. Alors il se trouve qu'il y a quelques années, avec Cécile Renoir, j'ai construit un indicateur de capacité relationnelle qui essaye de mesurer, tant bien que mal, autant qu'on puisse le faire, la qualité des relations que vivent un certain nombre de personnes dans un collectif donné. Et, par exemple, une des conclusions qu'on a tirées de nos enquêtes, on a fait des enquêtes au Nigeria, en Inde, en Indonésie, au Mexique, au Brésil, une des conclusions, c'est que l'accroissement des inégalités déchire le lien social et réduit la capacité relationnelle des personnes. Ce qui est, alors, je dirais, du bon sens. Au fond, une fois que vous êtes très très riche, vous n'avez plus tellement envie d'aller commercer avec des gens très pauvres. Et inversement. Et donc, il y a une ségrégation qui se fait, qu'on voit bien dans la géographie, etc. Ça, c'est ce que dit Guy, lui, il a bien raison. Et donc, c'est ça qu'il faut promouvoir.
Alors peut-être l'indicateur de capacité relationnelle, c'est certainement pas la fin de l'histoire en termes d'indicateurs macro qui mesuraient la prospérité des personnes. Mais je crois que c'est ça qu'il faut réinventer aujourd'hui. Et repenser une économie et donc un projet politique autour d'une anthropologie relationnelle. Comprendre qu'on est tous des êtres de relation, que ce qui est premier, c'est la relation, pas du tout l'atome isolé, la monade, l'amitienne, seule dans sa solitude métaphysique, et voilà. Mais en réalité, c'est la relation, et c'est ça qu'il faut soigner. Toute la thématique du care, c'est une thématique de la relation. C'est la relation entre deux personnes qu'il faut soigner, dont il faut prendre soin.